y a des gens, non seulement dans le milieu politique, mais également dans le cadre médiatique ou journalistique, qui sont des agents d'influence d'Alger et instrumentalisés par Alger. Mais ça, c'est de notre faute. C'est parce que nous acceptons la double nationalité chez des élus. Bonjour, aujourd'hui je reçois un expert. Le débat public manque d'experts. Et mon invité du jour, Xavier Driancourt, est un vrai expert de la diplomatie. Il a été à 2 reprises ambassadeur de France en Algérie. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, Redouane, merci. Ça va mieux que les relations entre la France et l'Algérie ? Ça va mieux que les relations franco-algériennes, ça va mieux que le pays également. Ça va mieux que la France, malheureusement. Oui. Alors, vous avez été ambassadeur de France en Algérie à 2 reprises, entre 2008 et 2012 et entre 2017 et 2020. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, le cadre dans lequel vous avez été nommé, car le contexte était bien différent. Abdelaziz Bouteflika était encore président. En 2008, il gouvernait encore le pays. 2017-2020, vous avez assisté à la chute du régime algérien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de comment c'était ? Oui, tout à fait. D'abord, c'était 2 présidents français différents. Nicolas Sarkozy pendant mon premier mandat, à peu près les 4 années et demie pendant lesquelles j'ai été en Algérie, Emmanuel Macron pendant mon 2e mandat. Donc 2 présidents différents, 2 contextes totalement différents. Le premier mandat 2008-2012, c'était, il faut le rappeler, Bouteflika au fait de sa puissance et de sa gloire, si je puis dire. On parlait à l'époque de l'UPM, il y avait une diplomatie algérienne qui était très forte, et puis Bouteflika était en parfaite forme. C'était avant ses AVC. Et le 2e mandat que j'ai effectué, effectivement, là, Bouteflika, on ne le voyait plus. Je ne l'ai vu qu'une fois en 3 ans et demi. Et il y a eu le Irak. Et ensuite, la chute de Bouteflika et la prise de pouvoir par le général Gaïd Salah et Tebboune. Alors, j'ai le sentiment que Bouteflika a à la fois été le meilleur président algérien, mais également le pire président algérien. Oui, le meilleur, parce qu'il a redonné une certaine visibilité, un lustre à l'Algérie, mais le pire, parce qu'il n'a pas su, lui ou le système qui l'entourait, se retirer à temps. Il n'aurait pas dû faire de 4e mandat et aurait dû s'arrêter soit à la fin de son 2e mandat et donc ne pas modifier la Constitution qui interdisait un 3e mandat, ou alors s'arrêter à la fin de son 3e mandat. Et lorsqu'il était absent de 2017 à 2020, lorsque vous étiez en Algérie, enfin de 2017 à 2019, car je crois que Bouteflika démissionne en avril ou en mai 2019, oui. Qui gouvernait le pays concrètement ? Qui était votre interlocuteur ? C'est ça qui est très, très étonnant. Dans la première période, c'était Bouteflika flanqué de son chef d'état-major de l'armée et puis du fameux Toufik, le général Médiane. À eux 3, ils formaient le système, comme on disait. Et puis, dans mon 2e mandat, c'était Saïd Bouteflika et le général Gaïd Salah, le chef d'état-major. C'était eux les vrais décideurs du pays. Mais l'interlocuteur officiel que l'on avait, c'était le Premier ministre Ahmed Ouyaria, aujourd'hui en prison. Aujourd'hui en prison, avec même ses prédécesseurs, oui, Abdelmalek Sellal également est en prison. Quelle était la perception de la France en Algérie ? Car aujourd'hui, on sait, l'Algérie a une histoire complexe avec la France. Les relations franco-algériennes sont complexes. On a une histoire commune avec ce pays et j'ai l'impression qu'il y a eu des temps forts et des temps morts. Aujourd'hui, dans un temps de grande cristallisation, de grande crise, mais quand vous étiez en Algérie, il y avait déjà ces vives tensions, cette vive hostilité à l'égard de la France, car ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que les plus hostiles aujourd'hui envers la France, outre le pouvoir algérien, ce sont les plus jeunes générations qui, elles, n'ont pas connu la colonisation. Oui, c'est vrai, mais il y a toujours eu, je dirais, en fond de tableau, comme il y a un fond de tableau ici, il y a toujours eu en fond de tableau
avec des intensités plus ou moins fortes, l'histoire, la période coloniale, la guerre d'indépendance. Donc ça, c'est toujours le fond de tableau permanent, malheureusement, parce que les Algériens passent une partie de leur temps à regarder en arrière, à regarder dans le rétroviseur. On parle de rente mémorielle régulièrement. On parle de rente mémorielle et aujourd'hui, alors surtout dans la période depuis 2024-2025, donc depuis la crise avec la grande crise avec l'Algérie à cause de la reconnaissance du Sahara marocain, effectivement, là, c'est non seulement la rente mémorielle, mais c'est l'intoxication permanente faite par le gouvernement algérien sur ce thème précisément. Au-delà du pouvoir algérien, je crois que vous, Xavier, quand on se connaît, on a déjà échangé, je crois que vous appréciez l'Algérie, le peuple algérien. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'amis algériens. J'étais heureux de retourner à Alger en 2017. J'avais beaucoup de projets dont nous avions déjà parlé. Faire commencer le Tour de France en Algérie, par exemple, en 2022, au moment du 60e anniversaire de l'indépendance. C'est un projet très fédérateur, parce que le sport est fédérateur, indépendamment du football. Et commencer le Tour de France en Algérie pour les 60 ans d'indépendance du pays, c'était quelque chose de tout à fait fédérateur. Les années 90 ont été mortifères pour l'Algérie. On parle de décennie noire aujourd'hui, avec la victoire d'abord du Front islamique du salut aux élections législatives, les premières mairies, notamment Alger, qui a été dirigée par le Front islamique du salut, et la création du GIA, le groupe islamique algérien, armé, le groupe islamique armé, pardon, ont entraîné une décennie faite de beaucoup de tumultes, d'assassinats, de meurtres, une guerre civile même en Algérie qui a même conduit au décès de Mohamed Boudiaf, président nommé de l'Algérie. Un assassinat, bien sûr. Il avait été nommé et Boudiaf avait dit une phrase un jour en conférence qui est assez frappante. Il avait été interrogé sur les grandes ambitions de l'Algérie, sur les projets. Il avait dit: on ne fabrique même pas une brique de jus. Vous parlez d'infrastructures pétrolières. On a le sentiment que l'Algérie est assise sur une mine d'or. La France, en 62, quand elle part, laisse des infrastructures, des routes. Quand la France arrive en 1830, l'Algérie compte 2 millions d'habitants. Quand la France part, il y a 11 millions d'habitants, un PIB supérieur à celui de la Corée du Sud. Et l'Algérie n'a pas su transformer cela, n'a pas su réussir à se développer. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est dès qu'il y a un échec en Algérie, et il y a beaucoup d'échecs en Algérie, pour justifier l'échec de la politique, l'échec du développement, il y a trois boucs émissaires. Israël, le Maroc et la France. Exactement. Comment on en est venu à là, Xavier ? C'est assez facile, en fait. C'est une réaction assez facile de considérer que quand il y a un échec, quand les choses vont mal, on cherche et on trouve un bouc émissaire. Là, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Maroc. L'Algérie a perdu contre le Nigeria, je crois. Oui, le Nigeria, contre le Sénégal. En le quart de Nigeria. finale, je crois. Voilà, l'Algérie a perdu, c'est la faute au Maroc. Et puis tout le reste, tout ce qui ne marche pas, c'est la faute de la France. Ou d'Israël aussi, parfois. Ou d'Israël, dans parfois. Une moindre mesure. De l'entité sioniste, comme on dit dans le langage officiel, puisqu'il ne parle pas d'Israël. Et quel est l'état des libertés individuelles, des libertés en Algérie ? Tahar Djaoud, qui avait fondé le journal Rupture, a été assassiné pendant la décennie noire. Et Tahar Djaoud avait une phrase célèbre, il disait: si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. C'est un journaliste qui a été assassiné. C'est le sentiment qu'on a quand on observe l'Algérie. Les voix dissidentes sont muselées en Algérie. Aujourd'hui, si on parle, on va en prison. On ne meurt plus. On va en prison, on ne meurt plus, pas forcément, mais on peut être enlevé. Hichem Aboud a été enlevé en Espagne, Amir Dezed a été enlevé en France. Donc on peut en tout cas encourir la prison. Et puis Boualem Sansal a été arrêté. Donc voilà, c'est l'exemple même que la liberté d'information et la liberté de parole sont complètement décimées aujourd'hui. C'est bien pire qu'avant. Et tous les Algériens le reconnaissent, que c'est pire que sous Boumedienne, évidemment sous Bouteflika, parce que
qu'il y avait une certaine liberté de parole et de propos. Il y avait une presse relativement libre. Le journal Liberté, qui appartenait à M. Rebrab, a été fermé dès 2020 par Tebboune. Donc aujourd'hui, tous ceux qui veulent parler, ou tous ceux même qui publient sur Facebook ou sur les réseaux sociaux des informations qui ne sont pas celles du régime, vont en prison. Je le redis à ceux qui nous écoutent, on peut nous reprocher, et à tort, à vous comme à moi, Xavier, une hostilité envers l'Algérie, mais il n'y a en réalité aucune hostilité. Il peut y avoir une hostilité envers le pouvoir algérien, une critique du pouvoir algérien, une critique de la diaspora algérienne présente en France, qui elle est visiblement de mèche et soutient le pouvoir algérien, mais il n'y a aucune hostilité, ni de ma part, ni de Xavier, je crois, vis-à-vis du peuple algérien. Exactement. Qui, lui, est finalement victime d'un système qui le dépasse complètement. Mais le dépasse, oui. Qu'il n'a pas choisi. Et qu'il n'a pas choisi, absolument. Le système FLN en place depuis Le système FLN qui est en place depuis 1962, depuis juillet 62. Vous parliez de Boualem Sansal qui a été libéré mi-novembre, pardon, ça nous fait une belle transition. On a un autre journaliste algérien qui est un autre journaliste français qui est emprisonné en Algérie, Christophe Glaise, journaliste sportif, qui lui est accusé de complicité de terrorisme, je crois, pour avoir rencontré des dirigeants kabyles. Pour être allé en Kabylie, officiellement il est inculpé d'être entré en Algérie sans visa de journaliste, qu'il n'aurait de toute façon pas eu, mais avec un visa de tourisme, et d'avoir effectué un reportage journalistique. Il a rencontré, dit-on, des gens du MAC, du mouvement autonomiste de la Kabylie, et puis il enquêtait sur la mort d'un joueur de football de la JSK, Albert Ebossé, et il contestait dans le fond la version officielle de la mort de Ebossé. Et comment ça se fait lorsqu'une personne qui vient de l'extérieur, notamment de la France, une personne qui entre en Algérie pour réaliser un reportage, pour un documentaire, ou tout simplement pour s'intéresser à l'Algérie, est tout de suite soit surveillée, soit expulsée. On va prendre le cas de Antoine de Maximi, qui fait une émission très sympathique, l'émission J'irai dormir chez vous. Oui. C'est-à-dire qu'il fait une émission, il va dans un pays avec sa caméra, il essaie de faire des interactions avec les gens, et de dormir chez les gens pour montrer l'hospitalité, montrer comment on vit dans les pays. Antoine de Maximi, à mi-chemin de son reportage, le gouvernement algérien lui a mis sur le dos des policiers qui le suivaient en permanence. Len et Jerry, qui sont deux vlogueurs tout à fait sympathiques, qui vont dans des pays pour filmer, pour montrer leur voyage, qui partagent avec leurs abonnés leur voyage, eux ont été expulsés d'Algérie pour des raisons de visa également. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'Algérie mène une politique qui vise à contrôler toutes les images, toute image et son qui pourrait entrer ou sortir de l'Algérie venue de l'extérieur. Oui, mais c'est assez logique parce qu'ils ne veulent projeter que l'image qui a été autorisée, véhiculée, formée par le régime algérien. Ils ne veulent pas d'images concordantes et des images différentes, pardon. Et c'est frappant de voir que pendant le Hirak, il y a eu de nombreux journalistes français qui sont venus en Algérie, qui ont filmé soit officiellement, soit avec leur téléphone sans être déclarés, qui ont fait beaucoup d'interviews, et ils ont été à chaque fois expulsés d'Algérie. Et moi, ambassadeur à l'époque, j'ai été convoqué systématiquement, où on me reprochait que France 24, que TV5, que BFM faisaient des reportages hostiles à l'Algérie. Et j'avais beau répondre qu'il n'y a pas de télévision officielle ou de télévision gouvernementale en France, que aussi bien France Télévisions que BFM, que TV5 ou que LCI sont des médias qui n'ont pas tous les jours un appel du ministre de l'Information, qui n'existe d'ailleurs pas en France, pour leur dicter ce qu'ils doivent dire ou faire. Autre sujet brûlant, les fameux accords de 68. Souvent, dans le débat public, il y a ces accords de 68 qui reviennent sur la table. D'ailleurs, la résolution du député Guillaume Bigot visait justement à les renégocier, voire à les abroger. Oui. C'est d'ailleurs le premier texte qui est à saluer, qui a été voté par le Rassemblement national à l'Assemblée nationale française. À une voix de majorité. À une voix de majorité, et qui a été instauré par Guillaume Bigot, à l'initiative de Guillaume Bigot, qui est député Rassemblement national du territoire de Belfort. Est-ce que,
Xavier, vous pouvez nous expliquer brièvement ce que contiennent ces fameux accords de 68 ? Tout le monde en parle, mais personne ne sait concrètement de quoi il s'agit. Tout le monde en parle et personne ne sait exactement ce qu'il y a dedans. Il faut refaire un peu d'histoire pour rappeler que les accords d'Évian prévoyaient la liberté de circulation entre la France et l'Algérie. Pourquoi ? Parce que à l'époque des négociations d'Évian, les négociateurs français pensaient que les pieds noirs resteraient en Algérie et qu'il fallait pour les pieds noirs la liberté de circulation pour venir en France, voir leur famille, faire leurs affaires, etc. Et donc, comme c'était compliqué de faire une catégorie de résidents en Algérie à part qui auraient bénéficié de la liberté de circulation, on a décidé d'un commun accord qu'il y aurait une liberté générale de circulation entre la France et l'Algérie et entre l'Algérie et la France, pour tout le monde. Et puis, en juillet 62, tous les pieds noirs sont rentrés en France, donc la liberté de circulation ne valait plus que pour les Algériens. Alors en 68, on a négocié un nouvel accord dans lequel on dit d'une part qu'il n'y a plus cette liberté de circulation, mais d'autre part, en compensation, on donne aux Algériens un grand nombre d'avantages que n'ont pas les autres nationalités, en matière de titres de séjour, en matière de regroupement familial, pour les étudiants, pour les entrepreneurs, pour le visa de tourisme qu'ils obtiennent et avec lequel ils peuvent rester en France, etc. Donc, ils ont beaucoup d'avantages que n'ont pas les autres nationalités et qui pouvaient s'expliquer en 68 parce qu'on avait supprimé la liberté de circulation qui est instaurée par les accords d'Évian, mais qui, en 2026, compte tenu du contexte économique, politique et sociale en France et de la question brûlante de l'immigration, ces avantages ne se justifient plus. Là, on a parlé du Parlement français. On va parler maintenant du Parlement algérien qui a voté le 24 décembre dernier une loi criminalisant la période colonisation française. Oui. Mais on est dans la rente mémorielle. Pourquoi, typiquement, pourquoi plus de 64 ans après l'indépendance de l'Algérie vote une loi, le Parlement algérien vote à l'unanimité une loi visant à criminaliser la colonisation française. L'Algérie n'est pas tournée vers l'avenir, visiblement. L'Algérie ne regarde pas devant elle, contrairement au Maroc, qui n'a pas de problème avec son passé colonial. L'Algérie regarde dans le rétroviseur en permanence. On a l'impression, avec cette loi, que 63 ans après l'indépendance, l'Algérie s'est soudain souvenu qu'il y avait eu de la colonisation française et que les parlementaires algériens se disent « Tiens, on va criminaliser la colonisation française ». Ils avaient déjà essayé en 2010 et Bouteflika avait arrêté les choses, avait dit « C'est pas la peine d'énerver les Français avec cette loi ». Donc ça avait été abandonné et là, ils ont remis le projet sur la table. L'échec de la diplomatie française, elle est flagrante quand on prend l'exemple algérien. Déjà, la France qui n'arrive pas à faire libérer ses ressortissants, Boualem Sansal, Christophe Glaise et d'autres, et tant d'autres. On est obligé de faire. Sans l'Allemagne, Boualem Sansal n'aurait pas été libéré. Je crains et j'espère que notre confrère journaliste Christophe Glaise sera bientôt libéré. Mais je crains qu'avec cette diplomatie, il ne reste longtemps en prison. Mais l'échec de la diplomatie française, c'est également la France, qui n'arrive pas à expulser les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, vers l'Algérie. L'Algérie ne veut pas les récupérer. Comment ça se fait, Xavier ? Non seulement elle ne veut pas les récupérer, mais elle utilise l'arme de l'immigration pour instrumentaliser cette population algérienne en situation irrégulière en France. Je crois que le modèle qu'a Tebboune en tête, c'est Erdogan, qui instrumentalise également la communauté turque en Allemagne, oui. Et même en France, quand on le voit à Strasbourg. Donc son modèle, c'est cela. Et il veut utiliser la communauté algérienne de France, soit légale, soit illégale, les haragas, ceux qui sont sans papier en France, pour pouvoir les utiliser. Et on a vu récemment, avec le vote de la loi sur la criminalisation de la colonisation, il y a également une loi qui a été décidée pour, soi-disant, donner des passeports, régulariser les Algériens en situation irrégulière et les faire revenir en Algérie. Comme ils ont quitté l'Algérie à leurs risques et périls, on sait bien qu'ils ne vont pas retourner en Algérie. En 2022,
le Royaume-Uni avait essayé d'éradiquer ce fléau, cette invasion migratoire qui touchait le Royaume-Uni et qui continue à toucher le Royaume-Uni, qui était frappante, car avec un pays tiers, c'est-à-dire que le Royaume-Uni n'arrivait pas à expulser les demandeurs d'asile vers leur pays d'origine, du coup le Royaume-Uni avait contracté un accord avec le Rwanda, accord qui a par la suite été cassé. Vous qui êtes un diplomate aguerri, je vous pose une question, Xavier, est-ce que demain, un accord avec un pays tiers pour récupérer par exemple les OQTF algériens que l'Algérie ne voudrait pas récupérer pourrait être envisagé, si oui, dans quel cadre? Mais attendez, il y a plus simple que ça, c'est que nous avons des territoires ou des départements d'outre-mer, et c'est la France. Mais il faudrait des départements d'outre-mer, moi je connais très bien les outre-mer, je suis le fondateur de la revue Info Outre-mer, je crois que les ultramarins ne veulent pas, permettez-moi le terme, s'emmerder avec des personnes qu'on n'arrive pas à expulser. Ce qui montre la réputation des Algériens. Mais on pourrait construire un CRA, un centre de rétention administrative, en Guyane. Oui. Ça, c'est envisageable. C'est le territoire français. Et on n'a aucun moyen de pression, aucun moyen de contrainte pour les expulser vers leur pays d'origine, vers l'Algérie. Non, on n'a pas de moyen de contrainte, puisque même ceux qui bénéficient d'un passeport algérien sont refoulés à l'aéroport d'Alger depuis 2024. Expliquez-nous, tenez, Doualem, influenceur algérien, qui avait été expulsé par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, arrive en Algérie et sur le tarmac algérien... Il a un OQTF et un passeport algérien, et donc il devrait normalement pouvoir rentrer dans son pays. Pourquoi l'Algérie l'avait expulsé en invoquant des vices de forme? Pour enquiquiner Bruno Retailleau. Et donc ils l'ont remis dans l'avion. On devrait... à ce moment-là, faire décoller l'avion et puis le laisser à Alger. C'est quand même assez frappant. En tout cas, merci pour ces éléments. Mais revenons peut-être à la situation franco-française. Parce qu'on parle de l'Algérie, mais je crois que vous m'avez dit quelle part de la population a un lien direct ou indirect avec l'Algérie en France ? On dit qu'il y a 10% de Français qui ont un lien avec l'Algérie. Et quel type de lien? Ça peut être des origines, il y a les pieds noirs, il y a les harkis, qui forment une population assez importante, et leurs descendants. Il y a toute la communauté, les communautés algériennes, c'est-à-dire les Algériens mononationaux qui n'ont que la nationalité algérienne. L'ambassadeur d'Algérie à l'époque m'avait dit que dans leur consulat, en France, il totalisait 2 millions d'Algériens recensés, inscrits dans les consulats. Donc les Algériens mononationaux. À cela, vous ajoutez les franco-algériens, binationaux, qui ont les deux passeports. Et à cela, vous ajoutez aussi une troisième catégorie qui est presque la plus importante aujourd'hui, qui sont les Français, mais d'origine algérienne, d'ascendance algérienne, la 4e ou la 3e génération d'Algériens en France. Mais ce qui est frappant... Plus les illégaux, les sans-papiers. Ce qui est frappant dans le constat, dans ce que vous venez de me dire, c'est que aujourd'hui, on a un nombre important de la population française qui a un lien direct ou indirect avec l'Algérie, mais ces descendants d'émigrés qui n'ont connu que la France, à qui la France a tout donné. La France a tout donné à ces jeunes, leur a permis d'aller à l'école, leur a permis de s'élever socialement pour certains, leur a tout donné, leur a permis de vivre dans un grand pays, dans un pays fabuleux, une nation géniale. C'est formidable, la France est un pays fabuleux. Et ces gens... aujourd'hui, sont dans une espèce d'auto-assignation identitaire sur leurs origines et sont souvent ceux qui nous enquiquinent le plus avec l'Algérie. On le voit quand il y a des matchs de l'Algérie. C'est ces mêmes descendants qui brûlent des bagnoles, ces mêmes descendants qui sont dans la revendication identitaire alors qu'ils ne connaissent pas l'Algérie. Comment on peut faire demain pour réussir à faire nation avec des gens qui sont français administrativement? Moi, je ne reconnais que la nationalité française fait que vous êtes français. Je ne reconnais pas d'autres Français. Vous avez la nationalité française, vous êtes français. Ces gens sont français de fait, mais ne se sentent pas français, ils se sentent algériens. Comment faire avec ces gens alors qu'ils ne connaissent pas l'Algérie et qu'ils ne veulent pas y vivre? Comment on peut faire avec ces gens sur notre territoire, qui sont presque des ennemis de l'intérieur? C'est le problème majeur aujourd'hui et la grande question de l'intégration et des échecs de la politique d'intégration en France. Comment fait-on avec des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont français, non seulement de papier, mais de cœur et de sentiment?
C'est le grand drame. Il y a une fois, vous parlez de politique d'intégration. Moi, je parlerais plutôt de politique de désintégration. Parce que ces gens se sont désintégrés. C'est-à-dire que souvent, je le disais sur le plateau de CNews il y a quelques jours, les premières générations d'immigrés issus des pays arabo-musulmans du Maghreb aimaient la France, étaient venus en France et cherchaient à se faire travailler. Discret, ils parlaient français sorte. avec leurs enfants, ils parlaient arabe à la maison uniquement. Et leurs petits-enfants, qui n'ont connu que la France, à qui la France a tout donné, une dignité, une histoire, des valeurs, une éducation. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui crachent sur la France, qui brûlent des voitures, qui commettent des méfaits, qui emmerdent les Français, finalement. Je ne sais pas vers quoi nous dirigeons, mais j'ai le sentiment que d'année en année, le problème les choses s'aggravent et le problème je ne sais pas si vous avez réfléchi, si vous avez des solutions. Oui, non, je n'ai pas de solution toute faite comme ça. C'est un long travail politique, sociale, mais surtout d'une certaine fermeté également de la part des autorités françaises. Il y a un moment où il faut dire, écoutez, vous êtes français, vous avez choisi la France, si vous n'êtes pas d'accord, allez vivre en Algérie. Hein. Mais je crois qu'ils ne veulent pas vivre en Algérie. Et je crois que, ils ne veulent pas vivre, ou alors ils idéalisent l'Algérie. Parce que, encore une fois, c'est une communauté qui est instrumentalisée par les réseaux sociaux dirigés par Alger. Et donc, ils s'imaginent des tas de choses sur l'Algérie, pays fantastique. Certains, c'est pour des motifs soi-disant religieux, d'autres, c'est pour des motifs autres. Et vous ne croyez pas qu'il y a une assignation à résidence identitaire qui est entretenue par une partie de la classe politique pour servir des intérêts politiques électoraux, notamment locaux, dans des mairies de gauche, dans des mairies de la banlieue parisienne. Je crois que la situation, c'est une situation assez confortable pour nombre d'élus de gauche d'avoir sur le territoire des gens qui ont le droit de vote, mais qui ne se sentent pas français pour justement faire du clientélisme. Pour faire du clientélisme, on va le voir aux élections prochaines. C'est d'ailleurs devenu le business électoral de M. Mélenchon. On le verra en parti. 2027, le business électoral de LFI. Donc c'est un vrai problème. D'ailleurs, vous avez été ambassadeur en Algérie. Il y a plus longtemps, vous avez été ambassadeur en Malaisie. Il y a des populations musulmanes assez importantes. En Algérie, tout le monde est musulman. En Malaisie, il y a une grande partie de la population qui est musulmane. La grande majorité. L'islam est une religion de droite. C'est une religion conservatrice, c'est une religion fondée sur les valeurs familiales, c'est une religion de droite. Comment on peut expliquer, d'ailleurs il faut établir des parallèles, la Turquie d'Erdogan, la diaspora turque vote en France, notamment au consulat de Strasbourg, pour Erdogan avec des scores stratosphériques. En Algérie, Tebboune est réélu avec des scores stratosphériques, mais la diaspora algérienne en France vote pour Tebboune dans les consulats avec des scores abyssales. En Tunisie, le président, c'était Kais Saied, qui parlait de grands emplacements. Comment vous expliquez que dans leur pays d'origine, ces gens sont de droite, mais qu'en France, ils votent pour l'extrême gauche ? Oui, encore qu'en France, je ne suis pas sûr que Tebboune que le taux de participation des Algériens, il était assez faible. Hein. Mais il est tout de même très soutenu par la diaspora. Mais il est soutenu, évidemment. Ce sont les Franco-Algériens ou les Algériens mononationaux qui peuvent voter dans les consulats d'Algérie en France. Mais effectivement, ils votent pour Papa Tebboune, comme ils l'appellent. Ami Tebboune. Ami Tebboune, Tonton voilà. Tebboune, oui. Tonton Tebboune. Remarquez, on avait Tonton pour Mitterrand. En France. Ils votent pour Ami Tebboune parce que soit on les a fortement convaincus de voter Tebboune, il y a peut-être aussi des raisons financières ou autres par lesquelles on les tiendrait. Il y a beaucoup en France d'agents extérieurs, on parle souvent à tort, on imagine souvent des complots qui auraient des agents secrets partout en France, russes, anglais, on parle très peu en réalité d'agents extérieurs, d'agents d'influence présents sur le sol français qui se feraient de l'influence pour Alger, la grande mosquée de Paris avec le recteur Semsedi Hafiz, qui est un ami intime, un ami proche de Tebboune. Mais on le voit aussi au Parlement français, à l'Assemblée nationale. Je me souviens de Abdelkader Lamar, qui est député LFI, qui demande à un député RN de ne pas prononcer le mot harkis, et expliquant que les harkis seraient des traîtres, seraient des ordures, alors que ce sont des héros français. Vous avez des parlementaires. Et on a Sabrina Sebaï, je me permets, qui est députée écologiste, qui, elle, affirme fièrement être française et algérienne. Et qui m'a ciblé du reste personnellement. Elle vous a ciblé ? Mais elle multiplie les allers-retours entre Paris et Alger, dans sa circonscription
inscription, elle est systématiquement avec des drapeaux algériens. Ça a été étayé dans une enquête entrevue. Elle multiplie les allers-retours entre la France et l'Algérie. Elle a rejoint le mouvement de M. Zeribi, le conseil de la diaspora algérienne en France. Je crois que c'est un nom folklorique de ce type. Comment on peut... Quel est l'état des lieux de ces agents d'influence algériens présents sur le sol français? Il y a des gens, non seulement dans le milieu politique, mais également dans le cadre médiatique ou journalistique, qui sont des agents d'influence d'Alger et instrumentalisés par Alger. Mais ça, c'est de notre faute. C'est parce que nous acceptons la double nationalité chez des élus, comme chez des fonctionnaires, mais chez des élus de la République, des sénateurs, des députés, des maires, alors que vous savez qu'en Algérie, la double nationalité, et en particulier la nationalité française, n'est pas acceptée pour les Algériens, et que un ministre qui est nommé et qui aurait la nationalité française en même temps devrait démissionner ou choisir entre sa nationalité française ou son poste de ministre. Donc pourquoi ne fait-on pas pareil ? C'est parfaitement exact, d'autant plus que c'est Hassan II, je crois, qu'il le disait. Hassan II disait « on ne peut pas porter deux drapeaux sur ses épaules ». Oui. Et je crois que c'est particulièrement vrai. Il n'est pas possible d'avoir une double allégeance à deux pays, mais c'est pareil pour l'Algérie, pour l'Australie, pour l'Allemagne, pour tout type de pays. Il y a des pays très proches qui, dans l'histoire, sont entrés en confrontation militaire. Il y a beaucoup de pays qui refusent la double nationalité. Au Japon, vous ne pouvez avoir que la nationalité japonaise. Je crois que même dans des pays africains, je crois que c'est le Congo ou le Cameroun qui refusent la double nationalité, mais de fait, il y a beaucoup de gens qui sont hors la loi parce qu'ils ont la nationalité d'un de leurs parents. Ils ont un passeport français ou autre. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Xavier, comment la France pourra retrouver... Moi, je suis très pessimiste, très inquiet. Je suis vraiment passionnément français. J'aime tout dans ce pays. Ce pays m'a tout donné. J'aime tout dans la France. Son histoire, toute sa complexité, ses traditions, sa culture, ses valeurs. Comment on peut faire pour que la France, demain, retrouve sa stature, sa grandeur ? Bonne question, mais vaste question. C'est un peu indépendant de la question algérienne. Je crois qu'il faut aujourd'hui essayer de... Vous employez le terme tout à l'heure, faire nation, c'est-à-dire avoir un projet fédérateur pour le pays et avoir des hommes politiques qui, au lieu de diviser en permanence, essaient de rassembler au contraire autour de quelques thèmes que les Français pourraient partager. Mais il faut reconnaître que le contexte politique français tel qu'il est aujourd'hui, avec un tel paysage politique et une fragmentation de la société, confère Jérôme Fourquet sur ces différentes analyses de la société française, c'est extrêmement difficile. Donc je suis, comme vous, extrêmement pessimiste. Mais je me dis aussi que Venise, aussi petite soit-elle, s'est relevée par la volonté de son peuple. Je pense que le sursaut français, le réveil français ne pourra venir que du peuple français. Je crois que les Français en ont marre. Les Français ne supportent plus la fracture, qu'elle soit sociale, identitaire. Les Français ont besoin aujourd'hui de se sentir français, d'avoir un retour à l'identité, à la tradition, mais les Français ont le sentiment aujourd'hui de ne plus avoir d'argent, d'être dans un état qui les délaisse. Je crois qu'une volonté française pourrait sauver demain la France. Oui, mais je pense surtout que les Français ne supportent plus le langage politique général, la langue de bois des hommes et des femmes politiques et le discours politique permanent où ils ont le sentiment qu'on leur raconte du baratin. Et donc ce qu'ils veulent, c'est quand même avoir des lignes directrices claires et avoir qu'on leur dise la vérité. Mais ils ne supportent plus qu'on leur serine tous les jours du langage selon lequel tout va bien, selon lequel un budget voté avec un déficit considérable et 3500 milliards d'euros de dette, finalement c'est pas grave parce qu'il y a l'euro et on va avoir un déficit de 5%, mais c'est pas grave. Je crois que les Français sont pas idiots au point de gober tous ces discours. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à la France, que les Français se réveillent. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Redouane.